Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir largement discuté des dernières nouvelles des Animaux Fantastiques, il est temps de revenir un peu à nos moutons et donc de reprendre notre petit tour des personnages du Wizarding World en inaugurant une petite série sur des personnages que l'on aime beaucoup et dont l'histoire mériterait franchement d'être bien plus développée, pourquoi pas en série télévisée. Vous l'aurez compris, on va vous parler des maraudeurs. Et quoi de mieux que de commencer cette mini-série par celui qui aura toujours été un peu finalement la pièce rapportée de cette fine équipe. Celui qui n'a jamais eu tout à fait sa place dans les maraudeurs et qui finira par commettre l'innommable. Évidemment, c'est de Peter Pettigrew que nous allons parler aujourd'hui. Peter Pettigrew, c'est un peu l'élève gentil de base, mais qui a mal tourné, qui a mal évolué, qui a emprunté le chemin des ténèbres, alors que ses compagnons ont pris un tout autre chemin. Ce qu'il y a toujours de passionnant avec J.K. Rowling, c'est sa capacité à prendre le temps de développer l'histoire de ses personnages, à la fois dans les livres, mais aussi dans les milliers de pages de notes prises pendant plus de 10 années d'écriture. On va essayer dans cette vidéo de vous faire découvrir un personnage pour le moins troublant, dont l'histoire aurait pu être tout autre s'il n'avait pas fait les choix dramatiques qui furent les siens. De son enfance avant Poudlard, en réalité, on ne sait que peu de choses. Il n'y a pas grand-chose sur son ascendance et finalement assez peu d'informations sur la manière dont il a vécu avant sa scolarité à Poudlard. On pense qu'il vient néanmoins d'une famille de sorciers, ou à tout le moins, sa mère était une sorcière. On sait, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, que Cornelius Fudge, alors ministre de la magie au moment des faits, avait remis l'ordre de Merlin première classe à titre posthume, donc suite au décès de Peter Pettigrew. Apparemment, et selon ses mots, cette dernière aurait trouvé un peu de réconfort avec cette récompense qui est, il faut le savoir, la plus importante dans le monde des sorciers de Grande-Bretagne. Revenons à son histoire. En 1971, Pettigrew fait son entrée à Poudlard. Lors de la cérémonie de répartition, on apprend que Peter est un chapeau flou puisque le chapeau magique va longtemps hésiter entre Gryffondor et Serpentard. Cet événement, qui n'est pas inédit évidemment, en dit néanmoins un peu plus sur la personnalité qui réside au fond de lui. Son ambivalence entre force claire et force obscure demeure un élément important pour la suite de l'intrigue autour de ce personnage. Après avoir finalement rejoint les rangs des Gryffondor, en même temps que Sirius Black, James Potter ou encore Remus Lupin, il va rapidement se mettre sous leur coupe et tomber dans une admiration sans faille pour ses trois camarades, qui sont bien plus doués, bien plus intelligents, mais aussi de véritables têtes brûlées. Pettigrew, c'est un peu le genre de personnage qui a besoin d'être ébloui, et dans les trois maraudeurs, il y a de quoi faire, il faut bien le reconnaître. Pettigrew est en fait à cette époque, en tout cas, prêt à absolument tout pour les suivre et rester dans leur cercle d'amis et de fidèles. C'est ainsi qu'il se livrera également à la campagne de harcèlement vis-à-vis de Severus Rogue. On est quasiment sûr, au vu du personnage et de ses capacités, qu'il n'aurait jamais osé s'opposer sans ses amis à Rogue, car il n'aurait clairement pas fait le poids, tant les capacités magiques de Rogue, déjà à cette époque, étaient remarquables. La première année de Peter Pettigrew commença donc dans l'ombre de James, Sirius et Remus. Il ne faisait pas de merveilles, il était assez empoté, avec un physique déjà pas facile, mais bénéficiait néanmoins de l'amitié sincère de ses trois comparses. En seconde année, James et Sirius et lui vont découvrir le secret de Remus Lupin. À l'époque, les loups-garous, comme vous le savez, avaient vraiment une très très mauvaise presse. Il s'agissait donc d'un secret bien gardé par Dumbledore qui avait pris absolument toutes les mesures nécessaires pour protéger Remus de cette malédiction, mais également pour protéger les autres élèves de l'école. Mais c'était évidemment sans compter sur les idées un peu idiotes et les catastrophes qui auraient pu tourner mal, dont étaient capables les maraudeurs qui ont failli d'ailleurs jeter Severus Rogue, on s'en souvient, dans une bien fâcheuse posture, une fois encore. Le statut de loup-garou aurait pu tout changer dans les relations que les maraudeurs entretenaient entre eux. La peur, le fait d'avoir été tenu à l'écart de la vérité, ou tout bonnement la méchanceté, auraient pu séparer ce quatuor qui deviendra légendaire dans le classement des élèves les plus téméraires que Poudlard ait pu connaître, jusqu'à ce que les jumeaux Weasley deviennent de très sérieux compétiteurs. Rien ne les séparera, tout du moins à cette époque, et au lieu de se détourner de Remus Lupin, James, Sirius et Peter firent vraiment absolument tout pour le soutenir. Ils sont même allés jusqu'à s'entraîner pendant des années à devenir des animagis, alors des animagis pour le coup non répertoriés par le ministère de la Magie, afin de pouvoir accompagner Remus Lupin lors de ses transformations de pleine lune. En effet, un loup-garou ne s'attaque pas aux animaux, mais uniquement aux hommes. On l'apprend dans le livre de défense contre les forces du mal, page 394 si vous vous souvenez bien. Ainsi, personne ne prenait de risques et Lupin vivait mieux ses transformations dans un contexte où il se sentait pleinement soutenu.
Peter Pettigrew, lui, a eu beaucoup plus de mal que les deux autres à devenir un animagus dans la mesure où il disposait de moins de compétences et de moins de talents magiques que James et Sirius qui, eux, y arrivèrent beaucoup plus rapidement. Pettigrew fut néanmoins très soutenu par ses amis qui prirent le temps de l'aider pendant de très longs mois avant qu'il réussisse enfin à se transformer parfaitement en rat, ce qui lui faudra le surnom de Queue d'air. À partir du moment où James, Sirius et Peter avaient parfaitement réussi à devenir des animagus, ils purent à chaque pleine lune accompagner Remus. Et c'est à cette période-là finalement que le surnom des maraudeurs commença à leur coller petit à petit à la peau. Mais c'est aussi également à cette époque qu'ils vont créer la fameuse carte du maraudeur, cette carte magique qui permettait de visualiser tous les occupants du château, mais aussi les très nombreux passages secrets de Poudlard qui leur permettaient d'éviter la surveillance des professeurs. Si James se transformait en cerf, Sirius en chien et Peter, lui, se transformait en rat, ce qui était plutôt pratique, puisqu'il pouvait se faufiler beaucoup plus facilement que ses deux autres comparses entre les branches du sol cogneur en appuyant sur la bonne racine. À ce moment-là, l'arbre s'immobilisait et cela permettait à James et Sirius d'entrer dans le tunnel qui menait vers la sinistre cabane hurlante. Peter Pettigrew, en fait, ne brillera absolument jamais dans sa carrière académique, bien au contraire. McGonagall elle-même juge que c'était un élève aux capacités inférieures à la moyenne et qu'il était bien incapable en effet d'affronter Sirius dans un combat à la loyale. Chose en quoi elle avait tout à fait raison. Parfois, on a pu comparer les prouesses de Pettigrew à celles de Neville-Londubat. Mais en réalité, elles n'avaient vraiment rien à voir. Neville, il avait juste besoin d'être poussé par les événements et par ses amis pour découvrir l'étendue de ses pouvoirs et de sa magie. Peter Pettigrew, lui, est un cas bien différent dans la mesure où, pour le coup, mis à part sa capacité à se transformer en rat, ses compétences magiques ne sont pas vraiment développées. Il n'est finalement même pas en capacité d'assurer sa propre protection. Une fois sa scolarité terminée, et compte tenu du contexte historique du monde des sorciers qui nous plonge à ce moment-là dans la première guerre des sorciers, Peter Pettigrew va rejoindre l'Ordre du Phénix pour combattre les forces de Lord Voldemort. Il n'ira pas dans l'Ordre du Phénix comme s'il était tout à fait persuadé par le but et les idéaux d'Albus Dumbledore. Il y va là aussi dans une stratégie de suivisme de James, Sirius, Remus et Lily Potter. Seulement, Peter est un lâche, et il faut dire que le début des aventures de l'Ordre du Phénix ne sont pas absolument glorieuses. Beaucoup disparaissent, beaucoup sont tués, torturés par les Mange-Morts. La bataille, elle est complexe, elle est longue, elle est angoissante pour les membres de l'Ordre du Phénix. Et Pettigrew ne se sent pas du tout en sécurité, et guidé par la peur de subir lui-même une attaque ou pire, il va finir par se proposer aux Mange-Morts pour jouer le rôle d'agent double au service des forces du mal. Là aussi, Peter n'est pas franchement apprécié. Il était sous-traité par les Mange-Morts car son statut d'une part de Gryffondor et d'autre part de membre de l'Ordre du Phénix, et en plus de traître, ne pouvait pas lui donner une très bonne image chez des personnes comme les Mange-Morts qui sont convaincus à 100% des idéaux et des valeurs portées par Lord Voldemort. Cependant, Peter Pettigrew va prouver son utilité grâce à un coup du destin. En effet, lorsque Sybil Trelawney passe son entretien d'embauche avec Albus Dumbledore, et alors que le directeur de Poudlard s'interroge véritablement sur ses capacités, elle va livrer la prophétie, celle qui va absolument tout changer. Rogue, qui espionnait discrètement Albus Dumbledore ce soir-là, va rapporter immédiatement la prophétie à Voldemort avant lui-même de se repentir. Albus Dumbledore comprend immédiatement la dangerosité de cette information et prie les Potter de se cacher, ce qu'ils firent. Mais au lieu de désigner Sirius Black comme le gardien du secret de leur emplacement, c'est Peter Pettigrew qui obtiendra ce privilège et signera la fin de Lily et James Potter, mais aussi la destruction provisoire de Lord Voldemort. Le 31 octobre 1981, Peter Pettigrew trahit donc les Potter et Voldemort les assassina. La suite de l'histoire, on la connaît. Le sortilège ricoche sur Harry Potter et voici le point de départ de la saga. Seulement, cette même nuit, il se passa bien d'autres choses et la maison des Potter fut quand même amplement visitée ce soir-là. Contrairement à ce que l'on veut bien penser, Rogue n'a jamais été le premier à arriver sur les lieux. Au contraire, le premier fut Peter Pettigrew. Il récupéra la baguette de Voldemort et alla la cacher dans un lieu qui demeure encore à ce jour totalement inconnu puisque J.K. Rowling ne nous a pas révélé l'emplacement de cette cachette. Sirius Black, évidemment, se rendait vite compte que Pettigrew avait trahi la confiance des Potter. C'était une évidence. Seulement, Sirius était le seul à connaître le statut du gardien de secret des Potter, ce qui a compliqué évidemment la manifestation de la vérité dans cette affaire. Après quelques recherches, Sirius Black va finalement réussir à mettre la main sur Pettigrew après quelques temps.
Et évidemment, Petit Gros, il se cachait bien, ce qui fait que ça a été un peu compliqué pour Sirius, mais il a fini quand même par le retrouver. Et évidemment, Petit Gros se méfiait de Sirius Black, car il savait très bien que tôt ou tard, ce dernier essaierait de venger ses deux amis, mais ce n'était pas son seul ennemi non plus, parce que en effet, Peter Pettigrew était aussi dans la peur quotidienne des Mange-Morts qui le tenaient pour responsable de la mort supposée de Voldemort à cette époque. Seulement, Sirius Black est bien plus intelligent que beaucoup de monde et connaît parfaitement son ancien ami. Il réussit donc à le retrouver. Et cette rencontre se déroula en pleine rue et Pettigrew se défendit comme il put, c'est-à-dire en créant de nombreux témoins capables de plaider en sa faveur. Il accusa alors Sirius d'avoir tué les Potter, et avant que Sirius n'ait eu le temps de lui lancer un sort, Pettigrew déclencha une explosion extrêmement puissante qui tua 12 moldus d'un seul et même coup et forma un cratère extrêmement profond dans la rue. Il simula ainsi sa propre mort en se coupant un doigt. Ce fut tout ce que les enquêteurs du ministère de la Magie retrouvèrent de ce personnage. Sirius, devenu fou de rage et de malheur, fut arrêté sur place et envoyé à Azkaban. On lui reprocha d'avoir été un fervent partisan de Voldemort, d'avoir causé la mort de 12 moldus, mais aussi de Peter Pettigrew et enfin d'avoir trahi les Potter. C'est à ce moment-là que Pettigrew sera inhumé en héros et fut décoré de l'ordre de Merlin à titre posthume. Tout le monde dans le monde des sorciers était absolument persuadé que cette version de l'histoire était la bonne, y compris Rémus Lupin. C'est ainsi que l'histoire des maraudeurs prit finalement fin dans la souffrance, le malheur et la clandestinité. Pettigrew, lui, survécut et se cacha sous la forme d'un rat des champs qui lui permettra de se tenir en sécurité par rapport aux Mange-Morts. En effet, personne à cette époque n'est au courant du statut d'Animagi de Pettigrew puisque lui et les autres maraudeurs le sont devenus de manière totalement clandestine sans en informer les autorités en charge du ministère de la Magie. Queue de Verre finit par se faire adopter par une famille de sorciers qui du coup assurait à la fois une relative sécurité, mais lui permettait également de se tenir au courant des nouvelles du monde des sorciers afin de guetter un éventuel retour de son maître. Il sera en premier lieu l'animal de compagnie à Poudlard de Percy, ce qui lui permettait là aussi de se retrouver à l'intérieur du château et donc d'avoir une oreille sur les nombreuses rumeurs, et puis, quelques années plus tard, le miracle se produisit. Il faut savoir que, contrairement à de nombreux mange-morts comme Bellatrix Lestrange par exemple, Pettigrew ne vit pas dans l'optique de poursuivre l'œuvre de son ancien maître. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui souhaite se battre activement. Il souhaite juste survivre et donc pour cela, il lui faut une monnaie d'échange. Donc quelques années après son arrivée dans la famille Weasley, Croutard passe de Percy à Ron et dans le Poudlard Express, Harry fait la connaissance de Ron Weasley dès le premier jour. C'est un miracle. Il s'imagine déjà en héros, ramenant Harry Potter qu'il surveille au final jour et nuit à son maître, si ce dernier réussissait à revenir. Alors vous me direz, pourquoi ne le tue-t-il pas lui-même ? Ou pourquoi ne le livre-t-il pas lui-même à Quirrell par exemple ? Ou alors en essayant de le retrouver sous sa forme fantomatique et affaiblie ? La réponse en fait est simple et vous l'aurez deviné. Queue de Verre n'a absolument aucun courage, n'en a jamais eu, et n'en aura absolument jamais de toute sa longue histoire. Les 2 premières années de la scolarité de Harry Potter à Poudlard se déroulent sans trop d'accrocs. Croutard observe, écoute, apprend. Il est à l'affût d'absolument toutes les informations concernant son maître et les événements qui se déroulent à Poudlard. Cette petite comédie aurait pu d'ailleurs continuer indéfiniment si un événement n'était pas venu encore une fois tout bousculer. En effet, lorsque Queue de Verre apprend au début de la 3e année d'Harry Potter que Sirius Black a réussi à s'évader d'Azkaban, il se doute bien que c'est la fin des jours heureux et que Black représente désormais une très forte menace. Surtout que la Gazette des Sorciers et les autorités font tourner le bruit que Sirius Black, en plus de sa dangerosité, serait désormais devenu complètement fou. C'est à cette période d'ailleurs que Croutard va devenir de plus en plus maigre et agité. Ron avait mis ça sur le dos du nouveau chat d'Hermione, le pauvre patin rond, mais en réalité ce malaise n'était qu'une manifestation des sentiments qui habitaient Pettigrew à cette époque-là. Comme à son habitude, Pettigrew décidera assez facilement de se faire la malle, ou tout du moins de quitter le dortoir des Gryffondors suite à l'agression de la grosse dame par Sirius Black, qui avait réussi à s'infiltrer dans le château grâce à sa parfaite connaissance évidemment des passages secrets. Pettigrew va même aller jusqu'à se mordre et laisser quelques gouttes de sang dans le dortoir pour laisser penser à un acte délibéré d'un chat peut-être un peu trop gourmand à la personne de Patin Rond qui évidemment était tout à fait innocent, enfin presque. Cependant, là aussi, pas de chance pour Pettigrew car quelques jours plus tard il sera retrouvé par Rubeus Hagrid qui mettra le rat bien en sécurité. Entre-temps, Harry découvrit par l'intermédiaire de la carte du maraudeur, et il en fut de même d'ailleurs pour Rémus Lupin, que Pettigrew se baladait dans les couloirs du château.
La suite de l'histoire, évidemment, on la connaît tous, direction la cabane hurlante où la véritable nature de Croutard fut révélée. Cependant, là-dessus aussi, il réussira une fois de plus à s'échapper et c'est là que Petit Gros tente le tout pour le tout. Grâce au fait que Harry ait réussi à convaincre Remus et Sirius de lui laisser la vie sauve, Petit Gros va donc rejoindre l'Albanie. En effet, les rumeurs disent que Voldemort serait en train d'errer dans cette partie de l'Europe. Auparavant, il prend quand même soin de récupérer la baguette de Voldemort dans sa cachette, et au fur et à mesure de ses échanges avec d'autres rats, il a appris qu'il y avait une ombre au fin fond d'une forêt qui possédait les animaux et les tuait. Petit Gros sut qu'il était donc sur la bonne voie. C'est à ce moment-là qu'il croisa par hasard Bertha Jorkins, une ancienne employée du service de la coopération magique internationale et qui était depuis peu au département des jeux et sports magiques. Elle s'était notamment occupée de l'organisation de la Coupe du Monde de Quidditch, mais aussi du tournoi des 3 sorciers. Elle avait pris quelques petites journées de vacances, mais malgré une mémoire pour le moins défaillante suite au sortilège d'amnésie très puissant lancé par Barty Croughton pour protéger le secret de l'évasion de son fils, Bertha Jorkins reconnaît quand même immédiatement Peter Pettigrew. Ce dernier réussit quand même à l'attirer dans la forêt et à la maîtriser avant de l'offrir en pâture à Voldemort qui la torturera et put mettre, grâce à ces informations, son plan de bataille à exécution. Bertha Jorkins est tuée par Voldemort, ce qui lui permet de fabriquer son tout dernier Horcrux en la personne de Nagini. Peter Pettigrew, Nagini et Voldemort retournent à ce moment-là en Angleterre et se rendent notamment à Little Angleton, dans la maison des Gélusors. Pettigrew, bien que largement impliqué dans une démarche bien sombre, va continuer à prospérer dans cette voie ténébreuse, mais toujours avec cette faiblesse, ce manque de courage absolument criant. Il est terrifié par Voldemort, terrifié par son apparence, terrifié par le fait de le porter. Petit Gros est là, mais en fait, il rêverait d'être ailleurs. Voldemort tient absolument à capturer Harry Potter pour reconstruire son corps et non pas à l'aide d'un autre sorcier, ce qui est la thèse privilégiée par Queue de Verre. Mais là aussi, c'est un synonyme en fait du manque de courage flagrant de Petit Gros. Voldemort est d'ailleurs parfaitement conscient du côté fuyant de Petit Gros. Une fois Barty Croughton Jr. de retour auprès de son maître, Voldemort envoie Petit Gros et Croughton Jr. capturer Maugrey Folleuil. Il fait très peu de doute que c'est principalement Croughton Jr. qui s'est battu contre l'ex-Aurore, car Petit Gros n'aurait probablement pas tenu très longtemps. Il est chargé par la suite de surveiller Croughton Senior, qui est soumis au sortilège de l'Imperium. Seulement, comme d'habitude, Petit Gros, là aussi, va échouer, et Croughton s'échappe, réussit à prévenir Harry, qui le prend pour un fou, et il est intercepté par Croughton Jr., de manière assez épique dans le parc de Poudlard. Petit Gros va alors subir en punition le sortilège de Doloris à de nombreuses reprises, lancé par Voldemort lui-même. Petit Gros continuera finalement à servir avec dégoût son maître jusqu'à jouer un rôle primordial dans sa renaissance complète. C'est lui qui va assassiner Cédric Diggory, pris par surprise, sinon Petit Gros n'aurait probablement pas réussi, et c'est lui également qui va mettre en place le rituel de renaissance. Il va se couper la main à contre-cœur, mais sans d'autre choix possible, et d'ailleurs Voldemort va remplacer cette main perdue par une main en argent, en récompense pour son utilité, mais tout en prenant bien le soin de signaler qu'il n'était absolument pas dupe sur les sentiments qu'il habitait. Petit Gros va donc reprendre son rôle de mange-mort, mais finalement un mange-mort comme d'habitude de seconde zone. Il sera désigné notamment pour assister Severus Rogue, mais qu'il le considérera plus comme un exécutant des bastaches que comme un véritable assistant. Une fois Rogue devenu directeur de Poudlard après la mort d'Albus Dumbledore, il se retrouve envoyé au manoir des Malfoy, transformé en QG des forces de Voldemort. Il s'occupera là principalement de surveiller les prisonniers, parmi eux on retrouve notamment Garrick Ollivander, Luna Lovegood ou encore Gripsec. On se souvient d'ailleurs que dans les événements de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, que Harry, Ron et Hermione sont capturés par une bande de rafleurs et conduits au manoir des Malfoy, et c'est Petit Gros qui est en charge de maintenir Ron et le présumé Harry Potter dans les cachots. Alors, la version donnée dans les films est largement incomplète et manque d'un détail qui est pourtant une très grande importance dans les romans. Tandis que Dobby évacue une partie des prisonniers vers la chaumière au coquillage, Petit Gros va retourner au cachot alerté par le bruit du transplanage elfique. C'est à ce moment-là que Ron va plaquer en fait Petit Gros au mur et que tout en se débattant, ce dernier va saisir Harry Potter à la gorge grâce à sa main d'argent. Harry va alors lui rappeler qu'il lui a sauvé lui-même la vie dans la cabane hurlante. Et la main d'argent, artefact pourtant créé par Voldemort, donc rempli de magie noire, va se relâcher instantanément et finir par se retourner contre son propre propriétaire. C'est ainsi qu'un troisième maraudeur, après le décès de James et celui de Sirius, disparut. Il ne restait donc plus que Rémus Lupin, mais pour malheureusement très peu de temps.
Petit Gros aura donc vécu une vie absolument minable jusqu'à son terme, sans aucun fait héroïque, sans même aucun panache, aucun fait glorieux, si ce n'est d'avoir mordu Goyle une fois effectivement. Bref, une vie misérable d'un personnage sans valeur, sans principe, prêt à sacrifier ses amis les plus proches. Petit Gros ne fut même pas capable d'une seule once de repentance vis-à-vis d'un enfant dont il avait contribué à l'assassinat de ses parents. Petit Gros reste néanmoins un des sorciers qui aura changé le cours de l'histoire du monde des sorciers, à la fois en permettant l'accomplissement de la prophétie et en faisant revenir Voldemort sous sa forme humaine. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur l'histoire de ce personnage pour le moins misérable et dont la personnalité demeure au final bien étrange et surtout bien tragique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Peter Pettigrew et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et également à regarder l'ensemble de nos vidéos si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.